C'est la deuxième. Oui, après. Avec Mohamed Bouhaj. Alors, bonjour à tous. Nous entamons cette troisième session qui porte sur l'expérience dirigée par des jeunes mouvements associatifs sur le terrain. Nous recevons 4 panélistes pour commencer qui vont partager avec nous leur expérience associative visant à promouvoir le patrimoine culturel avec l'outil digital et numérique. Je présente la première intervenante qui est Dahbiya Abou qui vient d'Algérie. Elle est architecte et assistante de conférences, chercheur passionnée par la valorisation et la préservation du patrimoine, en particulier de l'architecture de terre. Elle est membre de Santé Sidi El Hawari d'Oran, Janatou El Arif de Mostaganem et du collectif de la ville pour la protection du patrimoine architectural. Je la laisse donc commencer à se présenter. Super. Donc bonjour. Je viens aujourd'hui vous présenter quelques expériences de ce qui se fait en matière de patrimoine en Algérie. Et comme je ne sais pas ce qui se passe partout en Algérie, je vais présenter les expériences auxquelles j'ai eu la chance de participer. Donc, en tant qu'enseignante à l'université, ma première action est portée avec les étudiants dans Master 2, que j'essaye de les orienter vers des travaux de patrimoine et des travaux de recherche sur le patrimoine. Dans ce cadre-là, j'ai encadré 2 mémoires de master. Le premier, il porte sur Rosa Alcazar à Oran, qui est un site patrimonial qui date de l'époque espagnole et qui a été restauré à l'époque ottomane, mais qui a été après pris par les Français en tant que héritage militaire, et en ce moment il est abandonné. Donc on a essayé de faire une étude sur ça, sur son histoire et sur son évolution durant ces différentes périodes. Le deuxième travail était porté sur la ville de Mostaganem, là où j'enseigne et là où je vis, et là où il y a une petite ville historique qui date de l'époque ottomane, mais qui a été vraiment délaissée ces dernières années. Cette année, je me suis dirigée vers un autre type de patrimoine, un patrimoine malheureusement pas du tout connu, qui est un patrimoine rural,
toujours à la ville de Mostaganem, dans un petit village qui s'appelle Sor. Sor veut dire muraille, mais personne ne sait pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit village. Et dans ce petit village, il y a effectivement une petite muraille qui date de l'époque almohade, des années 1400. Donc j'ai invité des étudiants à travailler sur cette muraille-là pour essayer de comprendre son histoire, comprendre son évolution, ce qui est resté de cette muraille-là, et faire une proposition de restauration et puis de revalorisation de toute la région qui entoure Sor, pour inviter les gens à venir visiter ce patrimoine qui est vraiment méconnu, même par les personnes qui habitent la ville. Après, en tant que citoyenne, je travaille avec une association à Oran, parce que la ville de Mostaganem, elle est trop petite, il n'y a pas beaucoup d'associations, donc je travaille avec Santé Sidi El Houari. Avec Santé Sidi El Houari à Oran, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en atelier ils font des workshops et des chantiers. Donc ces chantiers se divisent en deux parties. Il y a des chantiers qui se font sur place, donc au siège de l'association, qui se divise en deux parties, une partie qui est des bains turcs et une partie qui est un hôpital militaire qui date de l'époque française. Donc cet hôpital a été délaissé, il a été repris par l'association qui fait des chantiers au fur et à mesure pour le restaurer, le réhabiliter et le maintenir en bonne santé, on va dire. D'où le nom de l'association. Donc en bas, on trouve les différents chantiers qui ont été faits dans ce bâtiment. Et ces chantiers sont divisés. À chaque fois, ils font un chantier avec une thématique. Donc, pour le premier chantier, c'était un chantier de maçonnerie, donc la maçonnerie traditionnelle avec la pierre et les mortiers, les techniques de construction traditionnelles. Le deuxième chantier, c'était par rapport au plancher traditionnel en bois. Et le troisième chantier, c'était par rapport aux fermes. Donc, on revient, on est toujours... En haut, c'est un autre type de chantier qui se fait hors du contexte de l'association. Donc là, c'était dans une petite ville au sud d'Algérie qui s'appelle Timimoun, où on est parti pour restaurer, on va pas parler de restauration, c'est plus pour réhabiliter et revaloriser une ancienne caserne militaire française qui a été faite en terre. À Mostaganem, comme j'ai dit, le mouvement associatif n'est pas vraiment, on va dire, il n'est pas vraiment actif. Il y a par contre une petite association qui s'appelle Jannat Al-Arif, qui est une association nationale qui a commencé à s'intéresser au patrimoine ces dernières années. Et on a eu un projet avec eux, c'était la construction d'un bâtiment en terre avec les techniques traditionnelles. Donc le but de cette construction, c'était d'apprendre aux jeunes comment on peut construire avec un matériau ancestral et les techniques de construction et les étapes de construction avec ce matériau. Ce bâtiment sera dédié à la formation, donc c'est un bâtiment qui va être fait pour la formation au sein de l'association, et il a été fait avec des jeunes qui auront leur diplôme après. Donc c'était comme un stage qui était fait pour eux. Donc ils mettaient la main à la pâte avant d'avoir leur diplôme. Toujours avec Jannat Al-Arif, il y a eu un projet d'inscription du secteur sauvegardé de l'ancienne ville de Mostaganem, donc qui a été fait en 2013 et heureusement il a abouti avec la sauvegarde de la petite ville en 2015. Et depuis, on milite toujours pour que cette petite ville ne soit pas juste sauvegardée, ne soit pas juste protégée, mais qu'elle soit réhabilitée et visitée. Pour cela, des travaux ont commencé à voir le jour. Oui, pour cela, des travaux ont commencé à voir le jour. La première proposition qu'on a faite, c'était de créer un circuit touristique à l'intérieur de cette ville qu'on a soumis à la wilaya et qui a été accepté. Et donc des travaux de réhabilitation des bâtiments qui font partie de ce circuit va commencer à voir le jour.
Et enfin, pour finir, c'était les photos que j'ai vues hier sur les réseaux sociaux, de la wilaya de Mostaganem. Le projet a enfin vu le jour et les travaux de réhabilitation ont commencé effectivement hier. Donc je finis par dire qu'on a gagné une petite bataille, mais la guerre reste longue. Merci. Merci beaucoup. Alors l'intervention est assez intéressante, comme pour dire que l'outil informatique ne remplacera jamais l'homme et le travail sur le terrain et ce travail de sensibilisation des jeunes générations à travers des exercices ludiques d'apprentissage et de formation. Le deuxième panéliste est M. Hatem Drissi. Il est le coordinateur scientifique du Museum Lab, un laboratoire qui a dirigé plusieurs projets liés à la valorisation et la promotion du patrimoine culturel. Il est doctorant à l'université Paris-Nanterre. Ses recherches portent sur l'histoire de la sculpture antique, de la muséologie et la médiation culturelle. Oui, bonjour. Effectivement, donc, je suis à la tête du laboratoire Museum Lab, qui est constitué d'un collectif d'universitaires, de designers, d'artistes, de bricoleurs et aussi de développeurs. On essaie de monter des projets dans les monuments et les sites archéologiques ainsi que dans les musées, afin de rallonger les temps de visite à l'intérieur des musées. Donc on a tenté quelques expériences bien avant notre création en 2016 pour essayer de lancer des visites nocturnes dans le site archéologique. Donc l'idée était à travers une démarche scientifique, par des prélèvements sur des pigments se trouvant sur des sculptures antiques, de pouvoir restituer des couleurs sur des sculptures. Comme vous savez, les sculptures antiques égyptiennes ou bien grecques étaient polychromes. Donc on a essayé d'utiliser un outil afin de faire des restitutions de pigments sur des sculptures. Donc c'était un parcours muséal à l'intérieur du musée de Carthage. Et on a pu trouver d'abord des pigments à l'intérieur des crêtes des plis et des chevelures des statues, sur lesquels on a fait des photogrammétries et pouvoir les restituer par vidéoprojection, par un outil que vous connaissez qui est forcément spectaculaire, qui est le mapping vidéo. Le mapping vidéo, c'est une technique de projection et qui permet de faire un habillage sur des surfaces, des façades ou bien des objets, et qui permet de faire de l'illusion. Nous, on a utilisé cet outil, le mapping vidéo, pour pouvoir faire des restitutions de polychromie. Et donc, on a pu lancer un événement nocturne au musée de Carthage entre 9h et minuit, à travers lequel on a pu accueillir sur 3 jours plus de 5000 visiteurs. Donc, à partir de cette expérience, on a compris l'enjeu d'abord des visites nocturnes dans les musées et le monde de la nuit, mais aussi l'enjeu des visites augmentées, parce que le temps de visite dans un musée tunisien, je ne pense pas qu'il arrive à dépasser 10 minutes. Donc à travers des visites augmentées, on peut aller jusqu'à 20 minutes pour le temps de visite. Donc on a aussi continué à employer une nouvelle fois cet outil qui est le mapping vidéo, avec un nouveau projet qui a été soutenu par l'ambassade de Hollande, pour faire des restitutions d'une scène mythologique sur un vase grec qui se trouvait au musée du Bardo. Ça se trouve, c'est un vase en ronde bosse, donc sur lequel il y a une scène bacchanale, et elle est supposée donc être vue de toutes les faces. Seulement, il a été mis au dos dans un mur au musée du Bardo, donc on a essayé de faire un fac-similé et aussi de restituer toute la scène bacchanale en la faisant animer en animation 2D et par la suite en animation 3D, mais aussi avec du bruitage. Et donc c'est une exposition itinérante qui a tourné 3 musées, musée du Bardo, musée de Sousse et musée de Mahdé. Bien sûr, on travaille sur 2 volets par rapport à notre association, qui est de redynamiser les métiers du patrimoine, c'est-à-dire revoir les anciens métiers comme l'archéologie et l'histoire,
et de pouvoir rajouter une touche innovante sur ces métiers, comme la médiation culturelle, par exemple, notamment par l'outil numérique, mais aussi de faire des interactions sociales. Donc c'est ce qu'on a fait avec le musée, le projet qui a été retenu donc, par l'UNESCO, qui a été lancé dans le site archéologique d'Oudna. Ça c'est une idée sur le canal. Donc site archéologique d'Oudna, on a essayé de faire un projet pendant 2 mois avec les habitants qui sont autour du site archéologique. Donc en 2016, quand on était en 2017, quand on était à Oudna, il n'y avait ni électricité, ni eau, ni presque de transport. Donc on a porté le challenge de ramener 15 étudiants sur place et de faire des interactions avec une petite communauté d'habitants qui est juste autour. C'est un village, oui, juste après. Donc c'est un village dans une région qui s'appelle Khilidaya. C'est un village qui s'appelle Barota. C'est un village construit récemment dans les années 90. On a essayé de faire avec eux un projet pour revoir la visite du site archéologique. Donc bien entendu, il y avait même des habitants qui travaillaient comme guides clandestins dans le site. On a essayé de les intégrer dans le projet. Et on a essayé de revoir l'histoire de ces sites archéologiques à travers les objets qui sont sur in situ. Donc on a trouvé 5 mosaïques qui sont encore dans les maisons, dans les villas romaines qui sont là-bas. Oui, après. Donc ça, les formations qu'on a commencées au début sur la médiation culturelle. Donc on a essayé de revisiter les scènes mythologiques illustrées sur les mosaïques à travers des ateliers innovants. Donc on a mené avec eux 1 mois de formation théorique sur la médiation culturelle, l'outil digital, l'illustration et tout ce qui est multimédia et audiovisuel. Et donc on leur a demandé d'imaginer les cultes anciens à travers une technique innovante, c'est-à-dire l'animation 2D et l'animation 3D. Donc il y a eu 5 formateurs des plasticiens qui ont fait 5 groupes. Chaque groupe, il y a 3 étudiants avec 3 habitants du site, et ils ont mené un prototype, ce qu'on appelle un prototype de médiation, pour vulgariser les mosaïques qui sont sur place. Vous pouvez passer après. Voilà, ça c'est les discussions et les ateliers qu'on a menés à l'intérieur du site archéologique. Après, l'idée était donc de faire des œuvres inachevées qu'il allait compléter en mapping vidéo. Donc, au bout des 3 ateliers, chaque équipe elle a pu faire ce qu'on appelle un produit dérivé ou un facsimilé des mosaïques qu'ils ont trouvées sur place. Et ils sont allés jusqu'au bout pour faire ensemble un parcours de visite nocturne à l'intérieur du site. Mais encore plus, faire même une boutique, un petit concept store, des produits dérivés, des prototypes qu'ils ont créés. Donc là, c'est les 5 thèmes mythologiques sur lesquels ils ont travaillé et qui sont illustrés sur des mosaïques sur place. Après, donc, ils ont commencé à faire de l'illustration avec des techniques différentes de pochoirs ou d'autres techniques d'art plastique. Et au final, ils ont fait leur accrochage d'œuvres et concevoir des œuvres contemporaines tirées des 5 mosaïques. Donc là, les 5 fresques, la toilette de Vénus, Ulysse et les sirènes, Dionysos dans Devine à Icarios, Neptune triomphant et Orphée charmant les animaux. Ça, c'est donc les ateliers 3D. Par la suite, on va vous montrer des vidéos sur le déroulement des ateliers. Juste la vidéo précédente. C'est l'autre fichier en fait. Ça va. Berto, bota fone, Berto. Berto, bota fone, Berto. Olha aí, esse vai ele pegar, Brasil. Bota fone, Berto. Berto, fone, Berto. Berto, bota fone, Berto. Fone, Berto. Fone, Berto. Bota fone, Berto. Berto, bota fone, Berto. Berto, bota fone, Berto. Fone, Berto.
l'autre vidéo va présenter un des travaux des équipes. Berto, bota a fone, Berto. Non, c'est pas ça. Berto, bota a fone, Berto. Berto, Olha aí, esse bota vai a de fone, pegar, Berto. Brasil. Berto, bota a fone, Berto. Berto, fone, Berto. Berto. Merci pour ce formidable partage. Alors la prochaine panéliste s'appelle Zeynep Hachami, elle vient du Maroc. Elle est diplômée de l'École nationale d'architecture de Rabat et cofondatrice et ancienne vice-présidente du club Hope Builders pour la réhabilitation du patrimoine et de l'architecture vernaculaire marocaine. Elle participe également à des projets de réhabilitation et de restructuration urbaine de l'ancienne médina de Mékénès. Je vous en prie. Si vous souhaitez poser vos questions aux deux premiers intervenants en attendant, vous pouvez, n'hésitez pas. Non, pas de questions.
Alors, le prochain intervenant vient de Tunis. Il s'appelle Hatem Bejar et a cofondé avec Amin Turki et d'autres jeunes architectes l'association Édifices et Mémoire. Les activités de cette association visent à valoriser le patrimoine culturel et à permettre son appropriation par les jeunes, par les citoyens tunisiens. L'association travaille à mettre en lien des visions d'experts avec des points de vue émanant de la société civile afin de créer un dialogue concerté sur des thématiques relatives au patrimoine, notamment via l'identification participative et les effets sur l'avenir du patrimoine architectural. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de voyager un peu dans vos souvenirs d'enfance. Je vais vous demander de vous imaginer devant la maison de vos grands-parents. Donc, si vous entrez, rappelez-vous un peu l'espace autour de vous. Rappelez-vous un peu l'architecture de cette maison. Essayez de vous rappeler les bons moments en famille. Rappelez-vous les histoires, les anecdotes, parfois même les légendes. Tout ceci forme vos souvenirs et votre mémoire, et cette mémoire vous appartient exclusivement. L'addition de cette mémoire à vous tous, ces mémoires à vous tous, formerait une partie de la mémoire collective. C'était le point de départ de notre association autour du projet Observatoire collaboratif du patrimoine. Donc Raoula va projeter le projet. Vous voulez de l'aide? Vous voulez de l'aide? Pardon. En ligne. Alors, excusez-nous pour ce contretemps. Je disais, cette mémoire collective, c'était le point de départ de notre projet Observatoire collaboratif du patrimoine. Ce projet est une collaboration avec le laboratoire de recherche tunisien PAE3C, qui est un laboratoire spécialisé dans le patrimoine tunisien. Il s'agit de former et de sélectionner 15 observateurs sur tout le territoire tunisien. Ces observateurs ne sont pas forcément spécialisés dans le patrimoine, mais plutôt de diverses disciplines et qu'on a un peu initié à quelques notions de base sur le patrimoine pour laisser un peu de cette spontanéité et pour qu'ils nous révèlent justement un peu de ce lien personnel
avec leur quartier, avec peut-être le lien communautaire du quartier aussi, avec les bâtiments du quartier. Donc c'est le point de départ, donc c'est des choses plus ou moins subjectives. Comment on va vous montrer aussi le but de ce projet et de ces observateurs, c'est ces trois objectifs, donc de recenser les bâtiments, d'alerter, donc de faire des remontées des alertes sur des dépassements commis sur des bâtiments, et aussi un peu de sensibiliser et de diffuser l'information autour de ces bâtiments. Cette mission de ces observateurs a été faite sur 2 mois. Sur 2 mois, c'était un recensement de bâtiments. Donc il y a une plateforme web et ils peuvent mettre des photos, des commentaires, des éléments relatifs à ces bâtiments qu'ils ont choisis. Petit à petit, on s'est associé avec un laboratoire de recherche spécialisé dans les démarches participatives. Je peux passer. Pour essayer de faire de tout ça des éléments scientifiques. Comment on a fait ? Pour sortir de cette tension entre subjectif et objectif, on a... Oui, vas-y. On est parti de la démarche scientifique classique qui, en gros, il y a 2 parties. Les 3 premières carrés font partie de tout ce qui est collecte de données, et les 3 carrés à droite font partie de l'analyse des données et la synthèse de ces données. Donc si on passe à la slide suivante, on voit que dans cette démarche collaborative, les 3 premières étapes, ils se font avec les citoyens. Donc c'est ça la démarche collaborative qu'on a tenté dans ce projet, qui n'a jamais été faite dans le domaine du patrimoine. Donc on utilise ça surtout dans le domaine de la médecine, et cette démarche a permis que tous ces éléments personnels se décantent petit à petit pour donner lieu à des formulaires scientifiques qui peuvent être publiés par des chercheurs. Donc c'est ça le fait d'essayer de mettre une relation entre citoyens et scientifiques du patrimoine. Je peux passer. Alors, pour donner un petit exemple, tout ce qui est histoire documentée, pardon, c'est pas très pratique ce micro. Tout ce qui est histoire documentée, on la met en lien avec les traditions orales et les légendes. On ne met pas de hiérarchie entre les deux, donc simplement on montre tout ce qui est relatif à la mémoire collective, à l'histoire personnelle, et on le met en opposition ou alors ensemble tout ce qui est relatif à la valeur historique, à tout ce qui est important pour les scientifiques, au patrimoine classé. On le met en opposition avec le patrimoine vivant, le patrimoine remarquable, c'est-à-dire un bâtiment qui est scientifiquement prouvé qu'il est important, on le met en opposition avec le patrimoine remarqué par les citoyens. Donc tout ce qui est patrimoine qu'on a appelé stock, c'est-à-dire que c'est un patrimoine conservé pour un avenir permanent, on le met en opposition avec le patrimoine flux qui est véhicule ou de potentialité de relations avec les citoyens. Voilà, on peut passer. Alors, les apports de ce projet, c'est qu'en 2 mois, on a recensé 520 sites dans toute la Tunisie et qui ont été validés scientifiquement. Donc, la démarche a vraiment aidé à accélérer le temps et bien sûr avec l'aide des bénévoles, des observateurs
a mis en lien aussi une communauté qui ne se parlait pas, donc de chercheurs autour du patrimoine, donc des scientifiques. On s'est rendu compte qu'ils ne parlent jamais, donc les scientifiques en architecture ou les scientifiques en archéologie, donc les disciplines étaient divisées, donc il y a eu des échanges très forts, et aussi les échanges entre citoyens et scientifiques. Je peux passer ? Donc ça, c'est parmi les apports aussi, c'est que les observateurs eux-mêmes, les citoyens, se sont appropriés le projet et ils ont diffusé spontanément, avec fierté, des sites de leur région pour les faire reconnaître. C'était une découverte aussi. Aussi, on a un site, maintenant c'est un référentiel commun entre les citoyens, les chercheurs, et qui peut faire office de base de données pour n'importe quel type d'autres projets, touristiques, analyse, aménagement ou action citoyenne. Les limites logistiques et technologiques du projet sont, par exemple, la difficulté d'accès à l'information, le manque de disponibilité des comités scientifiques, le manque d'interactivité actuelle de la plateforme, donc elle peut être améliorée, migrée dans une plateforme mobile ou rajouter des technologies d'immersion. On a vu aujourd'hui avec qui on peut s'associer, donc ça c'est bien. Et les perspectives, c'est que on veut encourager cette dynamique d'action. On veut peut-être migrer sur des plateformes plus immersives, comme j'ai dit. Tu peux passer. Voilà, ça c'était une photo. Tu peux faire échappe. C'est la photo on va terminer avec ça. C'est la photo des observateurs. Non, la slide d'avant. Échappe. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est eux les observateurs. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont intégré l'association, comme Raoula qui est ici présente. Et on garde avec eux jusqu'à maintenant un lien très fort. Et aussi, ils font office d'alerte maintenant et de remontée d'informations pour l'association. Voilà. Merci. Juste, ça c'est pour montrer que le site existe maintenant. Il est ouvert à tous les pays, toutes les associations d'autres pays. Ils peuvent mettre l'information gratuitement et ça sera ouvert pour tout le monde gratuitement. Donc il y a ça c'est le site pour le public. Il y a un côté aussi pour mettre l'information avec la grille qu'on a fait avec le projet NetMed Youth, où il y a toutes les données scientifiques et les données de liens personnels avec les citoyens. Voilà. Merci. Merci pour cette présentation. Merci pour ce travail également. Nous allons entendre Zainab Hachami du Maroc qui va nous présenter son travail sur Qsar Aït Ben Haddou et ses différentes actions associatives dans la région de Meknès. Merci. Bonjour, c'est Zainab Hachami, architecte et cofondatrice du club Hope Builders. Dont j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien. Oui. Vous pouvez le mettre en plein écran.
Donc, le club Hope Builders, il s'agit d'un club d'étudiants architectes chargés d'effectuer des études de réhabilitation de l'architecture vernaculaire au Maroc et la protection et la préservation du patrimoine bâti. Le club a été créé en 2015 et il se charge des études, d'élaborer les études architecturales et urbaines pour la réhabilitation de l'architecture vernaculaire et la préservation du patrimoine, surtout pour les régions non valorisées par des actions étatiques. Vous pouvez... il a comme principal objectif d'améliorer... vous pouvez revenir d'améliorer les conditions de vie des habitants, ainsi que d'accompagner les étudiants et les initier au monde professionnel. La démarche qu'on adopte dans le club Hope Builders se base principalement sur la collaboration avec les associations locales, l'inclusion de la communauté dans une approche participative, ainsi que le suivi des projets de l'étude jusqu'à l'aboutissement. On peut passer, il s'agit du premier projet sur lequel on a travaillé sur le club. Oui, vous pouvez passer sur le troisième slide. Oui. Donc, il porte sur la réhabilitation de l'architecture vernaculaire de la région Azat, dans les montagnes d'Atlas marocain. L'intervention sur le lieu a porté sur des propositions de solutions pour des problèmes d'accessibilité, des problèmes d'absence d'équipement public, ainsi que des problèmes de l'effondrement des maisons suite aux intempéries qui ont arrivé en 2014. Le plus important de nos projets il s'agit du projet de réhabilitation du Qsar Aït Ben Haddou. Donc, le Qsar Aït Ben Haddou est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a bénéficié de plusieurs opérations de restauration, mais malheureusement, ces opérations étaient limitées dans la musification folklorique du Qsar. Et donc, notre intervention sur le site était d'essayer de mettre en valeur le patrimoine culturel, la restauration des bâtiments, ainsi que la valorisation de la mémoire collective. Donc, on passe... oui, on passe, oui. Donc, on passe à une dernière planche. Oui, on passe. On passe encore. Encore. Donc, les actions du club Hope Builders sur le Qsar Aït Ben Haddou se basaient sur deux échelles. L'une à l'échelle urbaine qui s'articule autour de la mise en valeur, de la création des circuits touristiques. Vous pouvez passer à la suivante. Encore. Encore des... Voilà, c'est là. La projection de l'activité
promotrice du revenu et de l'activité qui restitue le mode de vie traditionnel, ainsi que la réadaptation de la pratique à l'échelle humaine. Une deuxième action s'articule autour de l'architecture. Il s'agit de la réhabilitation de certaines maisons en musées vivants. Vous pouvez passer. En musée vivant, tout en réhabilitant et restaurant les maisons et en injectant des activités qui revitalisent la mémoire collective, dont la plus importante est la maison de l'oralité, où serait restituée la mémoire collective voilà, c'est Dar Amrar. C'est la maison de l'oralité où serait restituée la mémoire collective et les pratiques traditionnelles du Maroc, à travers des projections, à travers la réalité visuelle et des visites augmentées, d'où notre présence ici et notre participation sur cette formation. Voilà, donc ici c'est les relevés qu'on a effectués sur le site pour la maison de l'oralité. On a relevé les pathologies et on a proposé de la réhabiliter en maison d'oralité qui restitue tout le patrimoine immatériel du Maroc. Donc voilà, merci. On conclut avec une vidéo qui témoigne des activités du club. Merci pour votre attention. En effet, la médiation culturelle et sociale, l'initiation plutôt universitaire et citoyenne doivent se situer en amont de toute stratégie digitale. Ces différentes expériences nous démontrent encore à quel point l'action associative peut être importante pour la sensibilisation des citoyens et des jeunes générations
à la valeur du patrimoine culturel. Si toutefois vous avez des questions concernant ces 4 interventions, je vous en prie, vous pouvez les poser aux panélistes. Non, pas de questions. Ah, très bien. Bonjour, alors je m'appelle Mohamed Kamoun, je suis directeur exécutif d'une société qui s'appelle Arij Medina, donc c'est un projet de réhabilitation des médinas de la Tunisie, mais principalement de la médina de Sfax pour commencer, on va dire. Et j'avais une question à monsieur Hatem Bejaj, la question elle est pour tout le monde quasiment, mais je pense... de par le travail. En fait, je voulais savoir un peu plus sur le travail de l'association Édifices et Mémoire, essentiellement sur quelle est l'action à faire du coup face à un certain patrimoine qui est en péril. Est-ce que l'association a pas, c'est-à-dire que déjà il y a un premier travail qui est fait, c'est-à-dire identifier les bâtiments, à surveiller, on va dire, sur lequel il faut mettre la lumière, ça c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, le jour où le bâtiment va tomber, quelle est l'action à faire? Qu'est-ce que vous proposez éventuellement comme éventuelle action par rapport à ces bâtiments-là? Merci. Merci. J'ai oublié votre nom, pardon. Mohamed Kamoun. Alors, nous, notre posture est un peu différente des associations de sauvegarde du patrimoine. Nous, on se place autrement. On se dit vraiment, on prend le contraire, c'est-à-dire que on regarde où il y a un potentiel de valorisation. Par exemple, si je vous dis Qsar el-Jam, est-ce qu'il est en ruine? Est-ce qu'il est en demi-ruine? Est-ce que le fait qu'il n'y a que sa moitié change quelque chose par rapport à cet édifice? Je m'explique. Par exemple, si un bâtiment va être détruit, nous, notre association, ne s'occupe pas de ça. C'est-à-dire, nous, on voit où est-ce qu'il y a un potentiel de vie, ou est-ce que par exemple, on ne voit pas que la capitale, il faut voir les régions. S'il y a un endroit qui leur est cher, il n'y a pas d'activité, ou alors c'est le contraire, il y a une activité où il n'y a pas d'édifice pour asseoir cette mémoire, on voit comment on peut valoriser. Ça peut être même par un événement, c'est-à-dire le côté éphémère est très important maintenant pour la valorisation du patrimoine. Par exemple, si je reviens à l'exemple de Qsar el-Jam, le fait qu'ils ont projeté là-bas un match de foot est pour nous une idée géniale pour la valorisation du Qsar el-Jam, parce que ça devient pas seulement un endroit, c'est-à-dire une arène pour les Romains. Pour celui qui aime le Taraji ou autre, ça ne veut rien dire. Mais par contre, si on va détruire ce bâtiment, il dira non, parce qu'il y a eu le match de foot. Donc ça parle plus à un citoyen actuel de 2018, et ça donne une couche de plus pour la valorisation, pour la protection pour nous. C'est-à-dire la protection pour nous, c'est en premier lieu une protection de la mémoire. Et après, ça, jamais personne ne peut détruire. C'est-à-dire ça devient une formalité administrative ou financière. Vous voyez, donc c'est une association qui se place par rapport, par exemple, l'association de l'ASM, qui est une très, très importante association, ou la vôtre, que j'ai entendu parler, et je vous félicite, c'est une association qui se place autrement. Voilà. Bonjour, Raya Benliza. Ma question s'adresse à tous les présentateurs ici. Vous avez tous des initiatives citoyennes ou de la société civile ou associative, et chacune d'entre elles intervient dans l'espace public et notamment dans des monuments qui sont gérés par des institutions étatiques.
Comment se passe cette relation? Est-ce que c'est facile d'accéder à ces sites, à ces lieux? Je pense notamment à Oudna, à Utina, le projet qui a eu lieu là-bas et que j'ai suivi. Et est-ce que ce type d'échange aboutissent ensuite à des partenariats? Bon, pour l'instant, c'est pas privé, mais est-ce que ça aboutit à des partenariats un peu plus élaborés? Est-ce que ça permet un accès plus direct, plus facile? Et comment vous vous projetez justement dans ce rôle de médiation avec ces institutions étatiques qui souvent n'ont pas les moyens, les ressources humaines ou même le temps en fait de capitaliser sur ces sites-là? Merci. Pour le cas du Museum Lab, en fait, on a fait des démarches auprès de l'Agence du patrimoine qui est sous la tutelle du ministère de la Culture, et on a donc demandé à élaborer une convention pour pouvoir exploiter gratuitement les sites et les musées qui sont sous sa tutelle aussi. Donc, et on a eu une acceptation donc, pour une convention d'1 année, et maintenant, vu qu'on a pu faire des interactions dans les musées, et on a eu plusieurs projets qui étaient positifs, donc on a eu une convention sur 5 ans. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour le partenariat avec le public. Alors, si vous le permettez, j'aurais une question pour nos intervenants concernant l'apport du programme NetMed Youth à leur activité, à leur engagement et surtout à la sensibilisation des jeunes générations à travers l'utilisation de l'outil digital. Pour les je crois que vous avez été Édifice Mémoire fait partie du programme. Oui. Alors pouvez-vous nous dire les apports, comme j'ai présenté tout à l'heure, le plus important pour moi, c'est que par exemple, les 15 observateurs ils sont allés au-delà de leur mission de départ qui était l'identification. Et ils sont devenus maintenant lanceurs d'alerte, comme il a demandé, par exemple, s'il y a un bâtiment qui va être détruit ou si on entend un dépassement, l'information nous vient directement et on peut la diffuser et faire du bruit autour. Ils sont devenus aussi beaucoup plus jaloux sur les autres régions. Par exemple, donc leur appartenance à leur région est devenue, a fait tache d'huile sur tout le territoire, et surtout le réseautage donc, entre eux, entre la communauté scientifique et la communauté citoyenne, et aussi le fait qu'ils ont été inspirés pour aller creuser plus et devenir un peu plus spécialistes et porteurs de ce souci du patrimoine. Voilà. Je vous remercie. Ok. Bon, j'ai juste deux petites questions pour mademoiselle Zeynep Hachami par rapport à Qsar Ait Ben Haddou. Donc la première question, c'était par rapport à, tu as parlé des restaurations précédentes et qu'elles n'étaient pas abouties. Je voulais juste savoir par rapport, je sais qu'il y a eu une restauration de cratères menée par Sébastien Morissette, qui est vraiment un spécialiste dans la matière, et normalement il a fait une étude assez importante en 2014 par rapport à la restauration qui a été faite après, qui a été réalisée par la suite. Donc je voudrais savoir ce qui s'est passé après 2014. Si vous me permettez, je continue avec la deuxième question. Vous avez dit que vous avez fait une réhabilitation dans une maison d'Ursar en tant que club universitaire, en tant qu'association. Oui, c'est juste parce que c'est un site de l'UNESCO. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez pu vraiment intervenir sur le site et quelles étaient les démarches? Je vais vous éclaircir. Oui. Donc, par rapport à la première question, il ne s'agit pas de critiquer la restauration. Non, la restauration a été bien faite. C'est juste que l'approche de restaurer sans pour autant injecter de l'activité sur le Qsar, ça fait du Qsar un musée bâti.
On perd le mode de vie de la population. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Oqsar injecte à peu près 100 000 visiteurs par an, mais par contre, seulement 4 familles y résident encore. Donc, le patrimoine n'aura plus de valeur si on perd l'usager. Le facteur humain, c'est la base de la continuité du patrimoine. Donc, la critique, c'était par rapport à l'approche. Oui, on doit restaurer pour remettre à l'identique notre patrimoine bâti, le côté physique de la restauration. Mais parallèlement, on doit mettre l'accent surtout sur la réhabilitation de l'usage de notre patrimoine pour qu'il perdure dans le temps. Et donc, c'était voilà la base de notre intervention. Nous avons été d'abord pour... c'est une réponse à votre deuxième question. Nous, en tant qu'étudiants, qu'un club d'étudiants, nous n'avons pas le statut administratif pour faire des actions sur terrain. Donc, soit on est chapeauté par des associations locales ou par des organismes spécialisés en la matière. Sinon, pour le projet d'Oqsar, nous avons été sollicités par un organisme We Speak Citizen, qui est un incubateur qui accompagne les associations locales dans l'amélioration et le développement du patrimoine. Et ils avaient déjà établi une étude très approfondie sur l'Oqsar, sur la sensibilisation des habitants, sur le patrimoine, sur la valeur de leur héritage et la valeur culturelle surtout. Et donc, on avait vraiment la chance d'avoir déjà une première étape qui a été établie par cet organisme. Et nous, on était sollicités de présenter des solutions techniques pour faire revivre justement ce patrimoine. Et donc, la proposition était de créer, de travailler et sur le plan urbain, pour rendre vivable et viabiliser l'Oqsar et injecter les besoins contemporains tels que l'électricité, l'eau, etc. et l'accessibilité. Et le deuxième point, c'est la valorisation du patrimoine, des potentialités que présente le site. Et c'était justement la réhabilitation des 6 maisons. J'ai cité qu'une seule parce que c'est elle qui s'intéresse plus sur la thématique de notre formation. Mais c'était un circuit touristique qui fait aux visiteurs d'expérimenter le mode de vie du Marocain, de l'habitant local, telle que la maison traditionnelle, la maison des jeunes, où il y a la restitution des jeux traditionnels, la maison du cinéma, puisque Qsar Aïch Ben Heddo, c'est un centre où c'est un site de production cinématographique, tel que Game of Thrones, il a été filmé là-bas, plusieurs films internationaux ont été filmés là-bas. Donc il y a aussi la maison de l'oralité, puisqu'au Maroc on a plusieurs musées physiques du patrimoine culturel matériel, mais c'était l'idée de restituer justement le patrimoine immatériel à travers la maison de l'oralité, où seraient utilisées ces technologies de pointe. Et d'où l'intérêt de notre participation sur cette formation. Merci. Merci pour votre réponse. On a une dernière question. Je ne sais pas si on peut la prendre ou pas. Oui, je vous en prie. Tfaddal. Ok.
Okay, I'll make the question quick. My question is for Zainab. Can you just elaborate further on the strategy you were applying in your approach and the interventions in the project you have explained in more details in terms of participatory strategies, or what was participatory in those strategies from one hand, and the other hand, have you had any evaluation methods for your perception by the communities, by the locals, for your perception as entity of students that are intervening, and also for the perception of the association you were collaborating with? What is their perception by the locals? So it's like two questions. Donc, merci pour vos questions. Donc, pour la première question qui porte sur la démarche, donc c'est pratiquement la réponse aux trois questions que vous avez posées. Déjà, la démarche se base sur d'abord la collaboration avec les collectivités locales. Donc, on est, comme j'avais dit, c'est un club d'étudiants et donc il est dans le cadre d'une école nationale, et on n'a pas le statut, on n'est pas une association pour avoir un statut ou même des autorisations pour opérationnaliser nos interventions. Donc on travaille toujours en collaboration avec les sociétés locales. Et les sociétés locales, ils sont d'après notre expérience, tous les projets dont on a travaillé, ces sociétés déclenchent des habitants, des mêmes habitants, ils partagent les mêmes besoins que les habitants. Vraiment, c'est une approche participative qui est réelle, pas justement un slogan la base, c'est la participation et l'inclusion des habitants, avant que ça soit... donc, nous, on vient pour compléter, pour rendre opérationnels les besoins déjà définis par ces sociétés civiles et par les habitants. Merci. Alors, je remercie tous ces panélistes pour leur intervention riche en informations et en expérience du terrain. J'invite les prochains intervenants à me rejoindre sur la scène. Donc il y aura Mohamed Ali Haj qui est déjà là. Je vous en prie, vous pouvez... merci à vous. Il y a également Jihad Kamil qui vient de Palestine. Haïdar Dawi et Robin. J'arrive pas à prononcer. Je t'en prie, tu peux... C'est Wine. Wine. Ok.
I hope, can we lower it a little bit? Yeah. I hope the lunch was good, but people feel sleepy after lunch, no? Okay, you know what's coming. Please stand up. Thank you, please stand up. Yeah, it's a little bit cold outside, but it's not raining. So let's make it rain in here. So, yeah, I'll put it like this. So the rain doesn't fall like directly heavy. So it starts like this. Please, let's, everyone, yeah. Yeah, I hope this is better. Yeah, you look awake right now. Yeah. Okay, so my name is Muhammad Al-Hajj. I'm a Lebanese. I've been working with youth and youth-led projects. I've managed and recruited over 300 youth over 7 years. My latest project, the latest project I was working on is Turathi. Turathi literally means my heritage. The project is is led by Search for Common Ground and for local organizations. So let's stay on the first slide. Yeah. So the project aims to protect vulnerable cultural heritage. It's implemented in 6 areas and 6 different areas in Lebanon. If you know a little bit about Lebanon, it's a small country with so many different religions and political parties. So we selected the areas based on the difference between their religious and political backgrounds, which is something very challenging in Lebanon. Okay. So the project objectives are, we had different project objectives. The first is the youth have to research and document and map their vulnerable cultural heritage, which is something unfamiliar with the youth in Lebanon in these areas. The other objective was to strengthen the capacities of the youth to promote cultural heritage in their own communities and across dividing lines. So Search for Common Ground actually works on conflict transformation and peace building. So this is our added value on this project. The third objective is that target communities in Lebanon are informed about cultural heritage at risk by engaging wider diverse people to participate in cultural exchanges and discussions about their cultural heritage. Let's go to the other side, yeah. So the different phases of the project were as follows. We actually first mobilized and recruited the youth. The youth then took trainings on mapping heritage. Then they went to their communities, talked to the key community members, talked to their families, talked to the NGOs working in the area to actually find their cultural heritage, to find what means the most for them. After the mapping phase, the youth took a heritage promotion training, which is basically an online and offline promotion training. The part after it was that the youth from the 6 different areas had to visit each other and to actually tour, make a tour for the other youth to show them the stories and to show them the stories of the heritage that means a lot to them. The youth actually did the final events. They did 6 different final events in their communities. The final events did not look like each other. Every area had its different event. Like one area, they did a photo exhibition in an old sarai that meant a lot for the community. But because Lebanon is special, the sarai is like a palace there. The palace was privately owned. We all know this is illegal by law, but in Lebanon it isn't. So they took the sarai, they talked with the owners, they did a huge photo exhibition, old photo exhibition, for people to see and get back to the sarai where they used to play when they were like little. In Tripoli, they did the tour and the Ramadan dinner, which meant a lot to the people in Tripoli. So every area had their own final exhibition, final event.
the challenges of this project, of this kind of projects, actually we had one challenge that we thought it's like, we had an idea that this would be the actual challenge, which is to align the goals and objectives of the youth with the goals and objectives of the donor and the leading organizations. But this was not a real challenge. The youth already were, at the beginning of the project, they felt that cultural heritage is something related to them and they want to protect it because they lived these memories while in their childhood. So the actual challenge was first, we needed to put an extra effort in youth recruitment, finding the right questions to ask the youth in the recruitment phase, asking them about their purpose, why do they want to join such a project. Yeah, and also to have a mixed group. Like we had 6 youth in every area, so we had in total 36 youth. And every group you needed to have, like let's say a graphic designer, a researcher, someone who loves to work in the field. You had to have all these roles in one group. The other challenge was to offer the right incentives for the youth. We often feel that volunteers should do their thing like naturally. They should be honored to be part of the project, and this is why they are doing it. But this isn't like, the reality isn't like this. We need to find the right incentives to give for the youth and to keep them involved through, let's say, team building activities, working on group dynamics, and ensuring that every person's voice is heard equally like the others. Other challenges were to locate weaknesses and organize thematic trainings. We also wanted the youth to see beauty and uniqueness and not consider it something they are ashamed of or something they should hide away, and to actually see the uniqueness in other people. So the project was, the big component of the project was to come across dividing lines. Sorry. Okay, so the youth contributions and the networks that they formed in this project were the youth reached out to key community members, their families, which created a sense of unity and working towards a shared goal with their like village or town. This contribution was very emotional. People felt that because Lebanon is passing through a political turmoil, they felt that there is something that they aren't frustrated of, there is something that they can work to make better. There was online and mainstream media was involved as well, which created a buzz that served to attract people from different areas towards these villages that we worked on. We involved government offices and personnel, which gave an official, let's say, look to this project, in addition to a sense that things are progressing in Lebanon. The youth work actually created a snowball effect, which radiated to the other neighboring towns and villages, who created their own similar initiatives without actually talking to us. Like they talked with the youth, but they didn't refer to the organizations. The project also helped strengthen the sense of citizenship, which is something we need to work on in Lebanon, because your sense of belonging isn't for the country. People have different belonging, they belong to different parties and religions. Okay, so at the end, we aim to preserve the vulnerable cultural heritage by connecting what it means to the old generation, whether it's important to the youth, so that they would see not only the stones, not only the recipes, the food recipes, not only the music, the old music that they might be ashamed of when they go to the city, and we want them to see the stories behind them. We want them to learn why the old generation actually feel emotional towards this area, towards these things. Thank you.
Merci beaucoup pour cette dynamique présentation qui nous redonne la pêche pour le reste des interventions. Alors j'invite monsieur, alors à défaut ça sera monsieur Haïdar. On a eu un petit changement de programme à la dernière minute, donc j'invite monsieur Haïdar à intervenir. Il est architecte urbaniste et activiste diplômé de l'université de Tripoli. Il a fondé Makan, une organisation non gouvernementale qui vise à développer les environnements urbains et à promouvoir le patrimoine culturel, en organisant des galeries d'art, de la rue participative, en développant les communautés de base et en préservant en faisant la promotion de la préservation de l'environnement dans les zones rurales. Tafaddal. Thank you. Hi. First of all, I would like to know, just by raising hands, whom knows that they have a sufficient knowledge of our built heritage in Libya, like in terms of mapping. We have one hand, 2, 3. Cool. Next. 4. Okay, we have 4. This is part of the problem. So, can we go to the next slide? So, first I will tell you more about me. I come from a city in the southwest of Libya, 600 kilometers to Tripoli. It's called Ghadames. It's a UNESCO World Heritage Site. It's one of 5 UNESCO World Heritage Sites in Libya. Unfortunately, these are the only 5 sites listed, knowing that the country has more potential and more valuable, rich layers of historic kind of heritage. My city is considered preserved and sustained because there has been a lot of planned, strategized interventions done by the UNDP and UNESCO with the community in previous years. However, I think we are allowed to rethink this now due to the past 6 years of non-interventions in the country. People are losing I would say the modules to practice what they learned in terms of building techniques, to intervene and rebuild and pass on these techniques. But this is about my city. I'm here to tell you about the work we are doing at Makan organization. First, Makan is a collaborative collective. It operates on contribution basis, and it advocates the participatory approach in terms of its interventions, either to develop built environments or help anchor sustainable practices in urban development or in our upcoming post-conflict reconstruction for our cities and communities, or in terms of preserving historic parts of the urban settlements have historic values. By law, that they should be protected, but this is not actively, effectively standing against the rapid growth of the falling economy and the centralization of powers and so on and on. All of this led the whole country to become like a great gray area. And this is why I started with asking how many in the room would say they have extensive or sufficient knowledge over the built heritage in the country. What the Makan does is it operates its mandate on 2 kind of parallel tracks. We work on built environment and built heritage. In terms of built environment, we try to help, as I said, make sure whomever is in power or the stakeholders, the elected officials, and the community leaders have knowledge about what is going on in terms of the growing footprint of the city, the growing practices of building, of not building by law, the growing practices of violating historical buildings or contexts with historic
properties. And on another hand, we're trying to advocate and educate the public and the local community on the grassroots levels about what does this heritage mean, where is it coming from, why should it continue to stay. And this is considered a long shot in Libya because the knowledge gap is really huge and the dynamics are changing like by the minute. And also there is not much literature published. There hasn't been much information that is accessible about these valuable buildings or elements in the urban fabric. In a summary, the McCann organization is implementing its mandate through 4 programmatic kind of areas, one of which is to just tell the stories and educate. It's more of a one-way educational reach-out methodology. The second program is the CAN preservation, conservation, advocacy program. The third is the Kinan program, which rotates in a summary about providing affordable architectural solutions to, or sheltering solutions in special cases and special times like this, with refugees, with rapid needs for housing, and specifically to avoid stepping over the built heritage, in the context of not stepping over the built heritage. Last but not least, we have our spatial program that works on targeting leftover spaces in the cities and dense urban settlements, and how to utilize these spaces and create the network, the missing networks between the decision makers, the actual people on ground with power, and the community, youngsters, practitioners, whomever uses this space, or have negative perceptions over these spaces. This is in terms of what the McCann is mandating and programming, kind of programmed to do. A number of initiatives we have been developing the past year. We've just established our work like 1 year ago. This is the end of the year. And it has been developing rapidly with the municipal councils because it's a need basis, and we're kind of co-planning, co-managing. We're using our technical skills and backgrounds to just help these stakeholders and not make bad decisions that we will all regret later. Some of these initiatives are just to sum up, a project called the Jarida, which basically a publication, simplified publication method to reach out to the community. It's a site-specific publication that is handed on sites and that we are intervening or educating about. It's a very readable, kind of concise, printed material publication. The other project is a project that we have just started like last month with the municipality of Tripoli City Center, and it's an urban observatory. Its solid objective is to just have numbers about the growth pace of the built environment in Tripoli, and specifically in the historic historic quarters of the city that my colleague and friend Dream was talking about earlier, but more or less about the classical center that is not really protected by law. Last but not least, we have these urban development interventions that we started working on at the beginning of the year. But what I want to focus more or less now is that as we go, we are adopting this design as you go process, and we are evaluating what we started doing and what is really happening and what should be done. And the dynamics are moving really, really fast. Like everything is changing by the week, by the month, and it's accelerating. It's not even stabilizing. And specifically in Tripoli, the political capital. So we decided to make a contingency approach to just initiate the documentation, because the only thing that we are sure of that there is no literature that is accessible or inclusive about what we are talking about. This built
heritage, this richness that people need to know that it's the common ground for all of us, and that is the thing that is below us, next to us, above us, kind of. So we started this primitive documentation campaign, and it's a grassroots participatory approach. It operates basically on 2 levels, co-creation and co-management. We co-manage this process by having the approvals and the consensus with the municipal councils, and to get the security clearance and make sure everybody is safe doing the documentation, and make the municipality happy because we're basically doing their job. And the other side is the co-creational aspect, which is related to how can we export all of this? How can we technically document artistically for media reasons, for preventative preservation reasons? How can we get this to the locals that needs to know about this most, and not more or less technically enough for it to be kind of understood internationally, or for any scholars that may help build up from that point on. So I'm going to be summing up what we did. Basically, we did the mapping first, and we're still doing the mapping, and it was followed by mobilization, because basically we map, and it's an open call for everyone to participate. We have a certain preventative preservation kind of documentation standard. You can easily follow it, just do it and contribute, kind of help us source this all information in one place. These are just some examples of a number of things that I put together just to kind of put this in more sense. Can you go back? This is a statue of the goddess Artemis. This is a very, very rare statue regionally. I think everyone... واجب عليك أن تختم لأن هناك آخرين يعني لكي يستطيع الكل أن يعبر. Okay, just one. So this is the statue of the goddess Artemis. It is rare regionally, the only statue known, at least for me and my fellow researchers, is at the Tripoli Museum. But we found this bronze statue, which was the only bronze work left outside in the city, outside museums, outside inventories, outside any kind of inventory work that is done by the state. And it is just left out there, and this is still in the inventories and in the museum. And basically the message we have is we have to, and the community is doing whatever they want, because they do not really know what this is all about. The second sample will relate more or less to our shared history. It is a certain segment of built heritage that we are talking about, but it's a very specific element that shows what this built heritage means. But it also cross-stretches to what Libya stands for, because we have a number of kind of variable layers of history. Ouais, Afwan, je suis désolée de vous interrompre, on est obligé de s'arrêter là. Mais mettez les écouteurs. On est obligé de s'arrêter là parce que les autres, nous sommes en train de prendre du temps des autres panélistes et c'est un peu injuste par rapport à eux. Donc je m'excuse, mais la conclusion va devoir être finalisée à travers 2 mots pour que Monsieur Robin Winhall puisse passer, s'il vous plaît. Je suis sincèrement désolée. Il n'y a rien de personnel. Okay. Can you just keep on sliding? The point that I want to make clear is that this is all primitive documentation that is done on grassroots level with the people, like students like myself or early graduates, community members that have the basic technical capacity to do the photography. It's widely stretched to cover our nomadic, colonial, Ottoman, various layers of our history. And this is done on zero budget kind of grounds, no technological kind of advancements here. I hope that by opening the floor for questions, we'll be able to kind of see what can be done from this point on to utilize technology to widen the access to such information and help us widen our scope for documentation. Thank you. On a pris énormément de retard, en effet. Je suis désolée de vous avoir interrompu en pleine présentation. Le prochain panéliste s'appelle
Robin Winhall. Il vient des Pays-Bas. Robin est un journaliste diplômé, un photographe et un historien en économie. Outre l'enseignement de l'histoire économique à l'ESSEC, Business School en France, il est également rédacteur en chef et conteur à Maroccopédia, la première plateforme dédiée à la collecte, à la sauvegarde et au partage de la diversité du patrimoine naturel et culturel au Maroc. Je vous en prie. Hello everyone, very good afternoon. I'll keep it very quick because we're running over time. Very nice to meet you all. My name is Robin. I want to ask you, any of you guys who has been to Morocco? Any of you guys who has been to Morocco, raise of hands. It's good, 20%. For those of you guys who have not been to Morocco, you're very lucky. We're just going to go there right now. We're going to go on a little travel. I propose we go to Marrakesh. Everyone, any of you been to Marrakesh? And because if you, yes, you, thank you, we have one. Because if you go past Marrakesh and you go a little bit more south and you head towards the desert, there's this oasis and it's this very quiet place. And when you go there, there's absolutely no sound. And with our team, we were there a while ago, and we saw this woman sitting in the corner under a tree, and she was sorting dates. She had these dates in her hand, and one by one she was sorting them. Just looking at them, sorting them, looking at them. And we didn't understand what she was doing and why she was doing it, so we went towards her and we asked her. And she explained it's for the well. There's this ancient well was there. And said every year there's this festival where the storytellers, the priests, the poets, they come together. And all of them bring with them one date. And if they bring a good date with them, they throw it into the well. But in this well, there's no water. Instead, it's filled with stories and with dreams. And if the storytellers bring the right date, a good date, they'll get good stories and dreams and poems for a whole year. However, it's a bad one, they get nightmares for a whole year. Anyways, this is where Moroccopedia starts. Welcome to Moroccopedia. We're a very young organization. If you can go to slide 2. We started 6 years ago. This is our team. And our aim is to digitalize Morocco in all its cultural and natural diversity. What we want is to, because many things are disappearing very rapidly, and we want to do exactly, try to be between a digital museum and a web TV. And so we have different subjects that we talk about. We can go to the next slide. Next slide. So this is our website. We launched just 2 weeks ago, so we're still developing it. And on our website, you can find videos from all over Morocco, different subjects, ranging from about nature, about history, architecture, animals, organizations. And we publish everything in Arabic, in English, in French, and in Amazigh, the Berber language. Go to the next slide. So here, if you go to the map of Morocco, you can click to any region, and you can find videos on a very vast range of different subjects. Go to the next slide. So yeah, we have these 6 subjects. You can go to the next slide. We make it very quick. So we're doing videos about everything. So for example, this is Tiranouin. It's a video we did. It's called The Eyes of the Desert, and it's about this outpost station that still has a very important place. Go to the next slide. We did a video about Slugi. That's a side hound, one of the fastest ones, 55 kilometers per hour. We do about organizations in Morocco. Go to the next one. Thank you. We do about architecture. That's an ancient mausoleum where an old saint used to show people how to do the pilgrimage to Mecca. He used to train them there. And basically, so what we try to do, our website has just been opened. It's called Moroccopedia.com. Very nice to meet you. I would like to just show you a 1-minute trailer, and I'll leave you guys alone. Very nice to meet you. The trailer will come in 1 second, and soon. And the trailer is a little bit Hollywood. Forgive us, but we're trying hard to be. It's on YouTube. We're getting there. Or you can pause for 1 second. Actually, when we were in the Oasis with the old woman with the dates,
just before we left, she handed us some dates, and she said, take these dates and go to the well and throw them in. And she said, whatever stories this well will give you, take them and share them with the others. And then she said, because without these stories, who are we? Without these stories, who are we? So we're trying to tell the story of Morocco. Here you go. That's supposed to be sound. Legends, ideas, and wonders. A collection of timeless tales and ancient traditions. From just around the corner to the furthest away. From the city folks to the mountain shepherds. Get acquainted with people you've never met, but you've always known. And visit places you've never been before. We listen, we gather, we share. Magical. Welcome to Moroccopedia. Welcome to Moroccopedia, a cross-section of legends, ideas, and wonders. Timeless tales and ancient traditions. From just around the corner to the furthest away. From the city folks to the mountain shepherds. Welcome to Moroccopedia, a cross-section of legends, ideas, and wonders. A collection of timeless tales and ancient traditions. From just around the corner to the furthest away. From the city folks to the mountain shepherds. Get acquainted with people you've never met, but you've always known, and visit places you've never been before. We listen, we gather, we share. Magical yet authentic stories. After 6 years of extensive travel, we have created an epic anthology of stories that will charm, captivate, enlighten, and amaze. You will be seduced by an impression of Morocco that will always linger and never leave. Thank you guys very much. Thank you. Merci. Le prochain panéliste s'appelle Jihad Kamil. Il vient de Palestine. Il est titulaire d'un master en architecture et fondateur de AD3 Studio, une firme spécialisée dans un service d'architecture digitale et design. Il travaille sur des documentations digitales en 3D du centre historique de la ville de Bizerte en Palestine et dans la projection de Mapping Show. Je vous en prie, tfaddal. Thank you. Today I will show a project that we are worked in Palestine. This is a VR project for Birzeit Historical Center in Palestine. We worked on this project as a voluntary work. Our target is to raise the awareness in Palestine about the digital high-tech tools that we can use to safeguarding the old sites. So we will play the video and we will stop it during the playing to cover the process of our work. So we cooperated with Birzeit municipality to do this project. We can stop it here. Yeah. No, it does not have sound. So we can stop it here a little bit. So we used the drone technology to do drone mapping to create photogrammetry models for Birzeit old city.
So we use the software to generate the point cloud files. Actually, it's the same software that we will use tomorrow, I think. So we generated the point cloud as a base for the next phase, which was to generate 3D models and 3D geometries for the buildings there. And after that, we used another software to add like actors, human people, to give the life to the models, to make it, to bring the models into life. And after that, we started the programming phase, which enabled us to control these models, how we will show that for the people. And we developed our models to work with multiple VR platform, like Oculus Rift, HTC Vive, Windows, and Android mobile platforms. You can see here the results where the people were navigating inside the old city, the historical center in Birzeit. And we try to make it realistic as much as we can. Then we showed our work for the related communities. And actually, we had multiple levels of work. One of the levels was on street levels, so that the user can navigate and walk inside the historical center and even see the people and everything. And this is the Oculus Go application that we developed, and this is the mobile application that we developed. And finally, as you see here, we developed a VR for the whole city that the user can navigate in, like as he is flying in a drone. And actually, this is our work. I finished the video. But our next target is like to find partners and sponsorship for this project, for such a projects. Actually, we partially succeeded to convince the local communities about using high-tech and digital media and tools to safeguarding the historical sites, and we hope that we will succeed to get like partners and sponsors. Thank you. Merci pour cette formidable présentation. Si vous avez toutefois des questions, vous pouvez les poser, je vous en prie, n'hésitez pas. Nous avons simplement 5 petites minutes pour les questions. Après, ça sera la pause café pour reprendre la 4e et dernière session de la journée. Good evening. My name is Bayan Faoudi. I have a question for Haider. So you said that Makan does what they make sure that the authority makes the right decision, or the decision makers. So how do you assess that the authority is doing a wrong decision, or how do you think that the most suitable way is to, in terms of renovation, there is no right or wrong. It's just how suitable in this particular case the solution is. So and may I ask, what happens if the authority says no? Haider, excuse-moi, avant de répondre, on va prendre toutes les questions d'un coup, comme ça les panélistes répondront. Je suis désolée. I wanted to ask Mr. Robin Winhold, who are the people behind Moroccopedia, and who is it addressed to? Like, is it for the people outside of Morocco, or the young people inside of the country? C'est bon?
On peut répondre, Haïda. Oui. I have a question to Robin. Where next? Where next? Yeah. Algeria, I hope. Oui. Alors, vous pouvez recommencer à répondre. Haïda, je t'en prie. Just to address, you said the right decision. We are not in a position to say what is right and what is wrong. That is true. But our approach to the government, which is specifically the subnational governance, each municipal district is a case by case, and specifically in Tripoli, Yifrin, and Ghadames. These are the 3 cases we are working on, and in each case it's slightly different. But to sum up, in our perception, what is right is to be more inclusive, to share your decisions more with the people that chose you to, or delegated you to serve and preserve this context. So we're trying to push them to be more transparent by either opening up or being more inclusive with the people, or at least making sure that we as citizens are there in the process. And once we are there, every time we get into any of the meetings, we invite like 2 more people. And it's like a snowball effect. And this is specifically the case in Tripoli city center, because there is more pressure needed on our politicians there. Therefore, this is more or less our approach to what is right, or making it at least transparent, because we know they are subjected to other types of power that helps them make the wrong decisions that are not very clear what are their backgrounds or whose interest are they following into. You said in the case if they say no, this case almost happened, and I will give you one example. We had this, we were trying to advocate against a building that was rising up at the center of the city. The area is called the Garden City of Tomorrow. This is the first, this is the place where the first time this planning theory was experimented. It's at the center of the city, and it is literally behind the municipal council building. And the building is owned by a very wealthy, famous capital person. So when we were trying to go to them, like, how is this happening in your backyard? Some of the council members, which are 9, total of 9, some took an approach like, this is not your issue or concern kind of attitude, and others were like just silence because they knew something was wrong. That building is a clear violation of planning laws, building laws, and unfortunately the historic value of the area is not really preserved by the law. Therefore, he can like do whatever he wants. So in that case, what we did, when we knew that they were like kind of in a split, we created a petition of a 200 signature, 200 names, and we sent it to the municipality. And the municipality of Tripoli city councils are trying to be good politicians, let's say, because they know if they did not attend that matter that came with 200 signatures, by force the Ministry of Local Governance will interfere and it will become a case. So we subjected them to this type of pressure, and the no case did not happen. This is how we avoided the case. Merci beaucoup. Hello, thank you. So to answer your question, you asked who organized Moroccopedia, right? And what's behind it? So basically, Moroccopedia was started 6 years ago. We're a group of journalists, filmmakers, storytellers, and IT specialists. At this moment, we're partly funded by the Dutch Embassy, also British Council, and we're talking to some ministries in Morocco. But we're still looking for funding for next year. That's basically it. We're a small team at this moment. And to answer your question, what's next? We only launched a website 2 weeks ago, so we're still in development. We only released maybe 10 or 15 videos, releasing new videos every week about different subjects. And in the long run, we hope to make it a very stable organization to represent Morocco. And maybe in an even longer run afterwards, we can also make, instead of Moroccopedia, we can make a Tunisiapedia or Algeriapedia or Lebanonpedia or Italypedia.
to represent really like the depth of all these cultures and to make them visible not just for your own country but also for the rest of the world. That's why we do our project in 4 languages. We do it for people in Morocco themselves because many Moroccans do not know the country very well, like many countries. And so we do it but also in Arabic, for the Arabic world, we do it in English and in French and also in the Berber dialects. Thank you. C'est à nous de vous remercier pour cet excellent travail. Bonne continuation. On se rend compte à quel point, encore une fois, je me répète peut-être, mais le travail sur le terrain est essentiel pour la valorisation et la protection du patrimoine. Je vous invite à prendre le café. Merci pour votre attention et à la prochaine session. Merci.